Salut à tous et bienvenue pour un nouveau crime et disparition. Aujourd'hui, je vais vous raconter la disparition de Misty Copsey, une jeune adolescente de 14 ans qui disparaît au début des années 90 aux États-Unis. Cette affaire, elle est très intéressante parce que, autant le dire, la police n'a pas énormément creusé pour retrouver cette jeune fille, mais il y a plein de personnes louches autour de cette affaire. On a même un temps pensé que le tueur de la Green River, Gary Ridgway, pourrait l'avoir enlevée et assassinée. Misty, elle est née le 3 octobre 1978, elle vit seule avec sa maman, elle est fille unique. Ses parents se sont séparés un petit peu de temps après sa naissance. Et puis c'est une jeune fille plutôt populaire dans son école, elle a plein d'amis, c'est une jolie fille, elle plaît beaucoup aux garçons d'ailleurs. C'est une grande jeune fille, elle est blonde qui tire un petit peu vers le roux avec des yeux verts. Et sa grande taille et son indépendance peuvent laisser penser que Misty est plus âgée que son âge, elle a donc d'ailleurs passablement d'amis plus âgés qu'elle. Elle a une relation comme toutes les adolescentes avec sa maman, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, elles sont pas d'accord sur tout, donc de temps en temps elles s'engueulent. Et quelques semaines avant la disparition de Misty, elles ont eu une dispute, donc Misty et sa maman. Si bien que sa maman, qui se prénomme Diana Smith, a eu peur que sa fille ait fait une fugue. Donc elle est allée très vite au commissariat pour déclarer la disparition de sa fille. En rentrant chez elle, elle se rend compte que sa fille, elle est bien là, elle est à la maison, elle est posée sur le canapé. Donc en fait, elle va pouvoir rappeler la police pour dire que sa fille est bien à la maison. Le 17 septembre 1992, Misty se rend avec sa meilleure amie à la foire de Puyallup. C'est une foire assez connue qui a lieu toutes les années dans l'état de Washington. Elle voulait vraiment aller là-bas, mais au début, sa maman lui a dit non, non catégorique, t'es trop jeune pour te rendre à cette foire. Mais finalement, Misty, elle a tellement insisté, elle l'a bassinée pendant des jours, sa maman, pour y aller. Et Diana, elle a accepté de laisser aller sa fille là-bas. La seule condition, c'était que Misty devait prendre le bus pour rentrer. Par contre, Misty se rendait donc à cette foire avec sa meilleure amie Misty, mais Misty, elle était sous tutelle. Elle avait donc une tutrice et pour pouvoir sortir, elle devait donc justifier de comment elle se rendait à un endroit et comment elle rentrait. Donc elles vont, avec l'aide de Diana, mentir à cette tutrice et dire que Diana allait les amener. Donc ça c'est vrai, Diana les a donc amenés à la foire, mais que Diana viendrait les rechercher plus tard en fin de journée pour les ramener à la maison. Ça c'est pas vrai, c'est donc un mensonge qu'elles ont imaginé toutes les trois pour que Trina, la meilleure amie de Misty, puisse aller à la fête. Mais pour autant, Diana a bien donné des règles à Misty. Elle devait prendre le dernier bus, qui est donc à 20h40 ce soir-là. Et c'est la condition vraiment pour qu'elle puisse aller là-bas. Elle ne doit pas louper son bus. Malheureusement, aux alentours de 20h45, Misty va appeler sa maman pour lui dire qu'elle a loupé son bus. Diana, elle est vraiment pas contente, c'est clair, elle l'avait dit à sa fille, c'est la condition pour que tu puisses sortir, donc elle était vraiment fâchée. D'ailleurs, son amie Trina, qui va déposer bien plus tard, dira qu'elle a vu le visage de Misty changer après le coup de fil de sa maman, que Misty était un peu dépitée. Diana, elle est pas contente, mais elle va lui dire assez vite qu'il faut qu'elle trouve une solution pour pouvoir rentrer parce qu'il y a 10 km depuis l'arrêt de bus jusque chez elle, même 13 km je crois. Ça fait beaucoup, c'est le soir, on est au mois de septembre, il fait pas très très chaud. Donc elle lui dit, il faut que tu puisses appeler quelqu'un qui vienne te chercher. De là, Misty va lui dire, je vais appeler Ruben Schmidt, un de mes potes, pour qu'il vienne me chercher. Mais là, Diana est pas du tout d'accord, elle déteste ce Ruben Schmidt. Parce que Ruben, elle l'a déjà entendu faire des avances à sa fille. Donc je vous rappelle que Misty a 14 ans, quand bien même elle fait plus âgée. Ruben, lui, a 18 ans et il avait vraiment eu des propos déplacés. En fait, elle avait entendu une conversation téléphonique, donc au téléphone fixe de la maison. Elle avait pu décrocher un autre combiné et entendre que Ruben lui disait il disait à Misty qu'il la trouvait très excitante. C'est vrai que c'est des propos vraiment déplacés et il est beaucoup plus âgé qu'elle et Misty a juste 14 ans. Donc elle lui dit, tu te débrouilles, mais tu n'appelles pas Ruben, tu te débrouilles autrement, mais exclus que tu appelles ce garçon. Misty est donc censée rappeler sa maman une fois qu'elle a trouvé une solution, mais Diana va attendre ce coup de fil toute la nuit. Diana, elle ne pouvait pas se déplacer parce qu'en fait, elle est aide-soignante et elle s'occupait d'une patiente de 90 ans atteinte d'Alzheimer. Donc évidemment, elle ne pouvait pas la laisser toute seule pour venir récupérer les filles.
Elle se dit toute cette nuit-là que Misty a probablement trouvé une solution pour rentrer et qu'elle a certainement oublié de la rappeler. Une fois arrivée à la maison, elle est allée au lit puis qu'elle a plus pensé à appeler sa maman, c'est une ado, enfin voilà, elle voit pas forcément le danger. Donc Diana se rassure un petit peu comme ça. Le lendemain matin, quand elle va enfin pouvoir rentrer à la maison après son travail, elle va malheureusement trouver la maison vide. Totalement vide. Là, ça va immédiatement lui serrer le cœur. Elle va savoir que quelque chose de grave s'est passé. Tout de suite, elle va penser à appeler Trina, la meilleure amie de Misty, avec qui elle avait passé sa soirée la veille. Après avoir appelé Trina, qui ne peut pas répondre puisqu'elle est à l'école, elle va trouver le numéro de téléphone de Ruben Schmidt et elle va tenter de l'appeler en se disant que peut-être Misty a quand même appelé Ruben, qu'elle n'a pas écouté sa maman. Elle va donc l'appeler et Ruben répond et va lui dire oui, effectivement, votre fille a appelé hier soir, elle m'a demandé de venir la chercher, mais j'avais plus d'essence dans ma voiture, je ne pouvais pas faire ces 10 km pour aller la chercher, alors je lui ai dit non. Diana, qui se fait vraiment beaucoup de soucis, va à ce moment-là appeler la police. Alors on ne sait pas bien sur quel interlocuteur elle tombe à la police, mais on va lui dire qu'elle doit attendre 30 jours pour déclarer la disparition de sa fille. C'est énorme, 30 jours, elle n'a pas 16 ans la jeune fille, donc apparemment c'est quelqu'un qui se trompe. Diana arrive ensuite à atteindre Trina qui va lui dire qu'il ne s'est rien passé de bizarre, qu'elle l'a quitté la veille, qu'effectivement elle a loupé son bus, qu'elle allait rentrer à pied, puis qu'elle a pensé que Misty allait faire de même. Elle lui dira aussi que Misty a appelé, elle pense plusieurs fois, elle dit 5 fois, il lui semble qu'elle a appelé en tout cas plusieurs fois Ruben Schmidt. Diana va à nouveau appeler chez Ruben Schmidt pour avoir plus d'informations parce qu'elle veut savoir, elle a quand même l'impression que Ruben lui cache des choses. Ruben n'est pas chez lui, mais c'est son colocataire qui va répondre et celui-ci va lui confirmer, va lui dire oui, effectivement, Misty a appelé hier soir et ensuite Ruben est sorti avec son oncle pour aller la récupérer. Là, elle devient un peu dingue, Diana. Elle se dit que ce Ruben, il est plus que louche et qu'il est probablement lié à la disparition de sa fille. Elle va donc recontacter la police avec ces nouvelles informations, mais la police ne va pas franchement enquêter. Pour la police, à ce moment-là, c'est une fugue. Ce qui leur fait penser à ça, c'est la précédente déclaration de fugue qu'avait fait Diana il y a quelques semaines, lorsqu'elle a cru que sa fille avait disparu. Et en fait, voilà, donc au début, pour eux, ça reste une fugue. Mais Diana, elle va pas lâcher. Elle va aller interroger des gens, elle va refaire le trajet. Et en fait, elle va interroger aussi des chauffeurs de bus. Et elle va trouver un chauffeur de bus qui se souvient avoir vu Misty. Et ce soir-là, en tout cas, la description qu'il fait de la jeune fille à qui il a parlé correspond totalement à Misty. Il va lui dire que la jeune fille lui a demandé si ce bus allait dans la région où elle habitait, que le chauffeur lui a répondu que non, mais il a voulu lui indiquer un autre bus à prendre qui pourrait la rapprocher de son domicile. Mais qu'au moment où il a voulu lui expliquer ça, il a constaté que la jeune fille avait déjà tourné létalement, qu'elle était déjà partie, qu'elle semblait de nouveau dépitée. Il a utilisé pratiquement le même mot que la meilleure amie de Misty, Trina. La police, en fait, elle pense toujours à ce moment-là à une fugue, comme je vous l'ai dit, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que Diana, elle avait signalé la disparition de sa fille quelques semaines auparavant, et puis parce que, selon la police, le foyer de Diana n'est pas un foyer stable. C'est vrai que Diana, elle a un problème d'alcool, elle boit de temps en temps plus que de raison, et du coup, pour eux, ça en fait un foyer instable, ça en fait que Diana n'est pas une personne fiable, et lorsqu'ils interrogent le papa, l'ex-compagnon de Diana, celui-ci va confirmer qu'elle a des problèmes d'alcool, et que lui, il pense que sa fille, elle a fait une fugue. Donc pour la police, pas de souci, la jeune fille va bientôt rentrer à la maison, elle va revenir. Aussi, dans les jours qui suivent la disparition de Misty, il y a des personnes qui, de toute bonne foi je pense, des élèves de son école vont déclarer l'avoir vue à des fêtes ou à des concerts après sa disparition. Donc pour la police, vont se dire qu'elle a fait une fugue ou qu'elle est même rentrée à la maison et que Diana a oublié de déclarer que sa fille était rentrée à la police. Ils vont donc faire une déclaration à la radio comme quoi cette affaire est rentrée dans l'ordre et que Misty est rentrée auprès de sa famille. Autant vous dire que Diana, elle est au fond du bac, elle se dit mais personne ne s'occupe de moi, ma fille a disparu, mon mari, enfin mon ex-mari, je suis pas certaine qu'ils étaient mariés, mais en tout cas mon ex-compagnon est certain que c'est une fugue, elle se sent bien seule.
Et c'est là que va apparaître un homme assez louche dans cette histoire. Il s'appelle Cory Bobber. Cet homme a 26 ans à ce moment-là de l'affaire. Il est agoraphobe, il sort pas beaucoup, hein, il a peur de la foule. Il vit chez sa maman, il a des troubles du comportement, il peut pas conduire, il n'a pas de voiture. Et lui, sa passion, c'est un petit peu d'enquêter sur les meurtres de femmes qui ont eu lieu dans l'ouest de Washington. Et c'est un endroit où il y a énormément de disparitions de femmes et de meurtres. Donc il recueille un max d'informations autour de ces meurtres. Il a des classeurs entiers sur les victimes de meurtres qui ont eu lieu dans leur région. Et c'est le genre de type qui harcèle la police, qui va téléphoner régulièrement à la police pour dire vous devriez vérifier ça, vous devriez vérifier tel alibi, telle voiture, telle personne. Et lui, il est persuadé de connaître le tueur de la Green River, parce qu'on est en 1992, et à ce moment-là, le tueur de la Green River est pleinement actif. Pas tout à fait dans cette région-là, mais pas très loin. Et pour lui... il a enquêté, il suit un homme, il est persuadé que cet homme est donc le tueur de la Green River. Et lui, il va prédire, il va appeler la police, même si on ne retrouve pas trace de cet appel, mais il va prédire la disparition de Misty. Alors c'est super chelou, on se dit, bah ah là, c'est lui qui l'a enlevé. Mais comment il va prédire la disparition de Misty? Parce que 2 jeunes filles ont disparu dans la même région à exactement 2 ans et 1 mois d'intervalle. La première jeune fille va disparaître en 1988 et la seconde en 1990. La première s'appelle Kim et la seconde fille s'appelle Anna. Donc ces 2 jeunes filles vont être retrouvées mortes pas très loin de la route 410, comme je l'ai dit, à 2 ans et 1 mois d'intervalle. Donc lui, il va en déduire qu'une autre jeune fille va disparaître 2 ans et 1 mois après la dernière disparition. Et Misty va effectivement disparaître 1 an et 2 mois après la dernière disparition. En gros, c'est louche, ouais. On pourrait se dire qui pourrait être l'auteur de ces meurtres. Je rappelle qu'il ne conduit pas, donc voilà, ça aurait été pour lui difficile de se débarrasser des corps là où on les a retrouvés. Mais bon, c'est un détail. Le 4 octobre 1992, donc on est tout juste quelques jours après la disparition de Misty, il va contacter Diana et il va lui exposer sa théorie. Selon lui, Misty est décédée, elle a été victime d'un tueur en série, probablement le tueur de la Green River. Il lui raconte toutes ses recherches et il lui explique qu'il est très impliqué dans cette affaire. Elle va lui demander directement si c'est pas lui le tueur, si c'est pas lui qui a assassiné sa fille. Il va lui dire que non, il va lui dire que lui, il pense savoir qui est le tueur de la Green River. Honnêtement, il va lui parler pendant des heures, à tel point que Diana va s'endormir et elle va se réveiller et en fait Cory est encore en train de lui parler au téléphone. Donc ouais, c'est quelqu'un de louche, mais on le verra au cours de cette affaire, c'est probablement pas lui qui a assassiné Misty. En tout cas, c'est un gars qui se passionne vraiment pour cette affaire, il sollicite tout le temps la police, à tel point qu'à un moment donné, la police en a marre, elle va débarquer chez lui et ils vont trouver de la marijuana, il va être arrêté, mis en accusation et il va être relâché dès le lendemain, mais il va quand même faire une nuit en prison. Diana, de son côté, elle se sent très seule, hein, c'est clair, elle fait une tentative de suicide, elle se demande ce qui se passe. Quasiment 90 jours, pour vous dire, après la disparition de Misty, personne n'a été interrogé. C'est-à-dire que ni Ruben Schmidt, ni Trina, qui a passé quand même la dernière soirée avec Misty, qui l'a laissée à l'arrêt de bus, donc elle sait peut-être quelque chose, aucune de ces personnes n'a été interrogée. Et Diana, un jour, qu'elle prend de l'essence dans une station-service, elle voit Ruben Schmidt, et en fait, le gars, il file, quoi, il se taille. Donc, elle le trouve franchement louche, et c'est vrai que c'est la façon dont il se comporte est pas très nette. Donc autant dire que Diana, elle se sent complètement abandonnée par la police. Et c'est vrai, hein, la police, pour eux, c'est une fugue. Ils n'enquêtent pas du tout. Donc quand Cory prend contact avec elle, elle se dit enfin une oreille attentive, enfin quelqu'un est prêt à m'aider à rechercher ma fille. Donc elle a envie de continuer à discuter avec ce Cory, quand bien même elle le trouve un petit peu chelou. Cory, lui, va aider donc Diana à faire des recherches. Il va organiser des battues dans la région de
de la route 410, là où il pense que les corps des 2 autres jeunes filles ont été découvertes. Il va organiser des battues, ils sont une quinzaine de personnes, et à ce moment-là, on est autour du 2 décembre, la police va quand même consentir à passer la fiche de disparition de Misty, de fugue potentielle à disparition, pas mystérieuse, mais je crois que ça s'appelle disparition suspecte. Ou du moins disparition inquiétante. À ce moment-là, Cory il continue à appeler la police, à leur demander de faire des recherches. Il va même dire qu'il y a un monsieur qui a une voiture rouge, dans laquelle, pas rouge, mais dans laquelle il a vu des taches rouges qui pourraient être du sang. La police consent quand même à aller enquêter sur cette voiture, à la prendre et à faire des analyses. Ce n'est pas du sang, donc au bout d'un moment, ils en ont franchement dire un peu marre de ce Cory. Entre-temps, en janvier 1993, il y a une jeune fille qui est suivie par un type qui est vraiment louche et qui conduit une voiture rouge. Ça sera intéressant pour la suite de notre affaire. Il lui fait des avances, en gros je crois qu'il lui demande s'il peut toucher sa poitrine contre de l'argent. Elle refuse, elle sent vraiment que ce type est louche quoi, donc elle avance un petit peu plus vite, mais il la poursuit et il la force à rentrer dans sa voiture, à rentrer dans la voiture et il va la violer. Enfin, il va rouler un petit bout, il va la sortir et il va la violer. Et il va ensuite la pousser dans un espèce pas de ravin, mais de fossé, en la laissant pas pour morte, mais en la laissant presque comme un déchet. Et elle va s'en sortir, elle va marcher, je crois, environ 3 km pour pouvoir trouver un téléphone et prévenir la police. Elle va pouvoir faire une description assez précise de la voiture et de l'homme qui l'a violée, et la police va arrêter Robert Leslie Hickey au bout de 5 jours. C'est un jeune homme de 28 ans et qui conduit une voiture totalement similaire à celle qui a été décrite par la victime. Il va être reconnu comme étant l'auteur de ce viol. Il va prendre 7 ans, et ce qui est assez intéressant, c'est que ce viol se passe pas très loin de l'arrêt de bus. Il se passe sur l'artère principale de la ville de Puyallup, vraiment pas très loin de l'endroit où Misty a été vue pour la dernière fois. Il ne sera jamais interrogé sur la disparition de Misty. Je pense que la police pense encore que Misty a fait une fugue, quand bien même ils ont changé la fiche, peut-être pour que Cory et Diana arrêtent pas de les harceler. Je pense que c'est plutôt Cory que Diana d'ailleurs qui harcèle la police, mais je pense qu'ils font ça un petit peu pour pour que pour calmer le jeu. Mais ils vont en tout cas jamais interroger cet homme. En tout cas, ça me semble intéressant. Ça s'est passé pas très loin. Il passait en voiture, il embarque une jeune fille qui marche sur le trottoir. Donc ouais, il pourrait avoir aussi fait du mal à Misty. Quelque temps après les premières battues qui avaient été organisées par Cory tente de se renseigner un petit peu plus sur le lieu exact de la découverte du corps de Kim et Anna, les victimes qui ont été retrouvées, les 2 jeunes filles qui ont été retrouvées mortes en 88 et en 1990 dans la région. Et en fait, il va se rendre compte que quand ils avaient fait des fouilles quelques semaines auparavant, ils s'étaient trompés d'endroit. C'était, je crois, au mois de décembre 1992. Ils vont se rendre compte qu'en fait, ils se sont trompés de côté par rapport à l'artère, par rapport à la route 410. Il va donc, avec l'aide de Diana et la sœur de Diana, refaire des recherches, remobiliser une quinzaine de personnes, et à ce moment-là, ils vont trouver le pantalon que portait Misty le soir de sa disparition, ainsi qu'une chaussette bleue qui sont pour sûr ceux que portait Misty le soir de sa disparition. Il y a des gens qui vont se demander, typiquement la sœur de Diana va se demander si c'est pas Cory qui a déposé ce jeans là, en se disant bah voilà pourquoi il a eu l'idée tout à coup d'aller à cet endroit que peut-être d'autres gens avaient déjà fouillé avant, et pourquoi tout à coup on retrouve ce jeans alors qu'on l'avait pas retrouvé avant. Alors là il y a des analyses qui vont être faites et ça sera bien confirmé, ce pantalon était là depuis plusieurs jours, et il est confirmé aussi que ce pantalon, comme j'ai dit tout à l'heure, était bien celui de Misty. Sur le pantalon, on va constater 2 petites traces de peinture minuscules qui pourraient être dues à un transfert. Donc ça va être embarqué par la police et analysé.
Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le pantalon de Misty, c'est un baggy bleu tout à fait reconnaissable. Et le jean, c'est là depuis passablement de temps, il est quand même un petit peu dégradé. Plus tard, la police va envoyer des chiens pour tenter de retrouver autre chose. Je crois qu'on va retrouver une pince à cheveux qui était dans son sac à main. Je crois que 2-3 petits éléments comme ça vont être retrouvés non loin de l'endroit où son jeans a été trouvé. En tout cas, on ne retrouvera pas son corps, on retrouve que son jeans. Et là, une rumeur assez moche va naître autour de cette affaire. Des gens vont imaginer que Diana était en fait en couple avec Cory Bobber, l'homme qui est constamment en train d'appeler la police pour les pousser à faire plus de recherches, et qu'en fait leur but c'était de toucher l'assurance en tuant Misty. Je pense que c'est vraiment horrible quoi. Déjà, c'est certain, c'est prouvé, ils se connaissaient pas avant, ils avaient aucun contact. Diana sortait pas du tout avec Cory, mais franchement pour elle c'est dur. Hein. Déjà que tout le monde enfin personne ne l'aide à part ce Cory, et en plus des rumeurs naissent de cette. Alors, on peut pas dire qu'ils sont amis, hein. Ils ont vraiment des hauts et des bas. Hein. Il y a des moments où ils se parlent plus. D'ailleurs, souvent la police conseille à Diana de ne plus parler avec Cory, mais pour elle c'est trop dur. Elle est vraiment toute seule. Personne ne croit en la fugue de sa fille. La fugue. Tout le monde croit que justement que la disparition de sa fille est une fugue. Personne ne croit à la disparition probable de sa fille. Le 24 février 1993, la police va enfin interroger Trina, la meilleure copine de Misty. Elles déclarent qu'elles ont donc tenté de prendre le bus, et l'ayant loupé, elles ont décidé que Trina, qui devait rentrer pour 22h, allait rentrer à pied puisqu'elle habite beaucoup moins loin que que le domicile de Misty. Misty, elle a à peu près 10 à 13 km, je l'ai dit, pour rentrer, mais Trina, elle habite pas très loin. Donc elle a décidé de ne pas perdre de temps, de rentrer avant le couvre-feu qui est à 22h pour ne pas avoir de problème avec sa tutrice. Trina déclare qu'elle a donné tout son argent restant à Misty pour qu'elle puisse prendre éventuellement 2 billets de bus pour essayer de se rapprocher de son domicile, et qu'elle se quitte donc à la cabine de téléphone où elle a appelé sa maman. Trina va également déclarer que Misty a appelé 5 fois Ruben Schmidt pour tenter de trouver une solution avec lui pour qu'il vienne la chercher. Ruben lui dira la première fois qu'il ne peut pas se déplacer parce qu'il n'a pas assez d'essence dans sa voiture. Misty va le rappeler donc plusieurs fois, et elle va lui dire à un moment donné, écoute, vu que t'es pas très loin de ma maison, de mon domicile, va chez moi. Je te dis où se trouve la clé de mon domicile. J'ai un peu d'argent qui est caché. Prends cet argent, va mettre de l'essence et viens me chercher. Ça, la police l'apprend vraiment à ce moment-là. Donc, ça c'est louche. On se dit que ça, Ruben l'a pas du tout dit, hein, ni à la maman, ni pas à la police, puisque la police ne l'a pas interrogé. À ce moment-là, Ruben va lui dire, écoute, non, j'ai pas assez d'essence, même pour aller jusque chez toi, pour chercher cet argent et mettre de l'essence et ensuite aller jusqu'à la station-service. Donc c'est non. La police va demander à Trina si elle pense que Ruben pourrait avoir fait du mal à Misty ce soir-là. Elle va lui dire que non, elle pense pas ça, mais qu'à présent elle déteste Ruben parce qu'elle pense qu'il aurait pu aider son ami ce soir-là et qu'il l'a laissé dans la merde en fait. Ils vont poser d'autres questions sur Misty. Ils vont lui demander si elle fume, si elle était active sexuellement, si elle avait un petit ami. Misty va lui dire qu'elle ne fume pas, qu'elle n'est pas active sexuellement, qu'elle n'avait pas de petit ami. Donc voilà, au niveau de Misty, ça va, sur ce premier interrogatoire, en rester là. Mais, peu de temps après, elle va être réinterrogée parce que la police va se rendre compte que Trina a menti. En effet, en fait, ce soir-là, Trina, qui a quand même un bon bout à pied à faire pour arriver jusque chez elle, va appeler son petit ami qui s'appelle Michael Riner, qui lui a 23 ans. Donc, elle explique à la police que si elle a menti, c'est parce que elle ne voulait pas dire à sa tutrice qu'elle avait vu son petit ami. Je crois qu'ils n'ont pas le droit de se voir. En plus, il est quand même passablement plus vieux qu'elle. Il a presque 10 ans de plus qu'elle. Et en fait, elle va lui dire que son copain et elle, ils ont proposé à Misty de la ramener, mais qu'elle comprend pas trop pourquoi. Misty voulait pas du tout monter dans la voiture de son petit ami. Comme si elle détestait son petit ami, mais qu'elle sait pas vraiment, Trina, pourquoi Misty aurait détesté son petit ami. Ce détail-là et ce petit ami, ça va intéresser la police pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce Michael Riner, il a des amis qui avaient des liens avec les précédentes victimes de la ville. Donc Kim et Anna qui avaient disparu et que l'on a retrouvées assassinées. Donc ça, c'est quand même un fait intéressant, franchement.
C'est une grande ville, mais c'est quand même intéressant qu'ils se connaissent et que, voilà, qu'ils aient des amis en commun. Même dans des grandes villes, c'est clair que on sait tous, le monde est petit. Ils vont demander à Trina s'il pense que son ami, son copain, il aurait pu revenir pour en fait venir rechercher Misty, sachant qu'elle était toute seule sur le bord de la route et qu'elle cherchait une solution. Trina va répondre que non, elle ne pense pas que son petit ami aurait pu faire ça. La police va donc contacter Michael Riner pour avoir sa version. En fouillant un petit peu sur le personnage, ils vont se rendre compte qu'il y a environ 7 ans, ce jeune homme a été accusé de viol sur une jeune fille. Donc à ce moment-là, il avait 16 ans et sa victime en avait 11. Il n'y a pas de plainte qui a été vraiment déposée. Donc il y a un signalement qui avait été fait, mais plainte n'avait pas été déposée. Donc il n'y a pas vraiment de détails dans cette affaire. Mais voilà, ça éveille quand même un petit peu les soupçons de la police, si bien que la police va lui faire passer un test polygraphe, donc un test, un détecteur de mensonges qui va passer et la police va dire que c'est ok. Début 93, quand la police va se rendre compte que ils font apparemment chou blanc avec Michael Riner, ils vont se souvenir de Ruben, dont Diana leur avait parlé au tout début de l'affaire et dont Misty, pas Misty, mais Trina leur en a à nouveau parlé quand elle leur a dit que Misty l'avait appelé. Ils vont donc le convoquer à la police et ils vont avoir un petit entretien avec lui. Lui, il va déclarer qu'effectivement, Misty l'a appelé ce soir-là et comme il a dit à tout le monde, il lui a dit qu'il ne pouvait pas aller la chercher parce qu'il n'avait pas assez d'essence. La police va également interroger le colocataire. Alors son colocataire aura une autre version. Il va dire que Ruben, ce soir-là, il était avec sa petite copine. Alors c'est intéressant parce que sa petite copine du moment, elle avait 13 ans. Je rappelle que le gars en a 18. C'est quand même un petit peu chelou. Bref. Et que donc au moment où Misty appelle, il est avec sa petite copine et que il se sentait pas très à l'aise parce que sa petite copine de 13 ans était un peu jalouse de Misty, donc en gros elle lui dit non, c'est exclu que tu ailles la chercher, je te laisse pas aller. Mais que quand sa copine est partie, Misty a rappelé et qu'à ce moment-là, Ruben lui a dit ok, je vais venir te chercher. Et que toujours selon le colocataire, il serait donc parti chercher Misty avec son oncle. Lorsque la police l'interroge, il va leur déclarer que, alors parfois je lis qu'il est allé à une fête et parfois qu'il est allé chez sa grand-mère, c'est pas tout à fait pareil, mais en tout cas il est sorti effectivement, il va déclarer qu'il est parti après le coup de fil de Misty, mais pas du tout pour aller la chercher, et qu'après ça il a un blackout total, qu'il se souvient plus de ce qui s'est passé. C'est bizarre parce que il n'avait pas d'essence pour aller jusque chez Misty, mais il sort, la police, je sais pas vraiment s'il lui demande s'il a pris sa voiture pour sortir. En tout cas, la police va lui faire passer un détecteur de mensonges à ce moment-là. Le détecteur de mensonges n'est pas tellement concluant. La police dira qu'ils avaient l'impression que Ruben tentait de les feinter avec ce détecteur de mensonges et qui l'essayait même de s'endormir pendant l'interrogatoire et le détecteur de mensonges. Je pense peut-être pour montrer qu'il était très détendu, quoi. Il y a un autre témoignage qui va arriver aux oreilles de la police au sujet de Ruben. Il se serait vanté auprès d'un de ses patrons de savoir où se trouve le corps de Misty. Il lui aurait dit « Le corps de Misty se trouve pas très loin de l'endroit où on a retrouvé son pantalon, à quelques kilomètres. » Il va donc être réinterrogé à ce sujet. Il va déclarer qu'en fait, cet ami, ou enfin son ancien patron, le saoulait un petit peu, donc en fait il voulait s'en débarrasser, donc il lui a dit qu'il avait tué cette fille un petit peu pour lui faire peur et qu'il lui lâche entre guillemets les baskets. Il répète à nouveau sa version, je ne suis pas allée chercher Misty car je n'avais pas d'essence, et à ce moment-là il va déclarer être allé chez sa grand-mère ce soir-là après le coup de fil de Misty. Cela dit, c'est pas bizarre, je crois pas qu'on débarque chez sa grand-mère aussi tard, mais bref, c'est en tout cas ce qu'il dit à la police. Il va donc passer à ce moment-là un second test polygraphique, un second détecteur de mensonges qui va apparemment réussir. C'est pas très concluant, mais c'est pas non plus, comment dire, en tout cas il ne rate pas le test. Donc pour la police c'est ok, c'est bon, c'est pas lui. Ok, on laisse, on classe.
En 2001, Robert Leslie Hickey, donc je vous en avais déjà parlé, c'est ce gaillard qui avait suivi une jeune fille et qui l'avait violée, ce sale bonhomme, on peut dire franchement les choses comme elles sont. Il est réarrêté pour une agression en 2001 qui s'est produite non loin de l'endroit où a disparu Misty, à quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Une fois de plus, c'est quand même assez fou et personne ne pense à l'interroger sur la disparition de Misty. C'est sûr, on est plusieurs années après, on est 11 ans après la disparition de Misty, mais quand même, cette disparition, elle a marqué, les gens s'en souviennent dans la ville où elle a disparu. Donc voilà, c'est quand même assez fou. Mais quand même, quelques années après, on se dit, bon, on pourrait analyser les éclats de peinture. Je vous avais dit au début de l'affaire, il y avait des éclats de peinture qui ont été retrouvés sur le jeans qui avait été identifié comme celui de Misty. Donc la police veut rouvrir les scellés et retourner voir si peut-être il pouvait y avoir une correspondance avec la voiture qu'il avait à cette époque. Eh bien, les traces de peinture ont disparu. C'est quand même bien triste parce que, voilà, ça aurait pu permettre de faire un rapprochement. Et on se demande bien comment la police a pu perdre ces échantillons. Donc c'est assez fou. Et c'est encore plus dommage parce que, en 2001 toujours, on va enfin arrêter le tueur de la Green River qui a fait des dizaines de victimes. C'est Gary Ridgway, l'un des tueurs en série les plus prolifiques du XXe siècle aux États-Unis. Un gars franchement affreux qui n'a pas de remords, qui a tué, on a pu lui mettre, enfin il a avoué 48 meurtres, il a été jugé pour 48 meurtres, il en a avoué plus d'ailleurs, il en a avoué à peu près 78 je crois. Alors déjà, c'était pas le suspect de Cory Bobber, hein, c'était pas du tout lui, il suspectait un autre gars, mais pas lui. Sans aucun doute, c'est Gary Ridgway le tueur. D'ailleurs, il va avouer, il va décrire tous les meurtres. D'ailleurs, il va prendre un malin plaisir à décrire et à raconter à la police chacun des meurtres. Donc, il n'y a pas de doute. Le tueur de la Green River, c'est Gary Ridgway. Il sera d'ailleurs jugé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Gary Ridgway, il a fait des accords. On entend souvent ça dans les séries américaines. Il a créé des accords pour ne pas avoir la peine de mort. Et c'est pour ça qu'il avoue tous ses meurtres et qu'il donne tous les détails. Sauf qu'il a signé ses accords que dans certains comtés. Et dans le comté où a disparu Misty, il n'a pas ce genre d'accord. Donc il n'avouera aucun meurtre dans les comtés où il n'a pas d'accord comme sur la peine de mort. Cela dit, la police va quand même tenter de relier les deux premiers meurtres, donc celui de Kim et Anna, les deux meurtres qui avaient eu lieu en 88 et en 1990. Sans qu'aucune correspondance ni aucun lien ne puisse être établi avec Gary Ridgway. On ne trouve aucun ADN, on ne retrouve aucune trace qui peuvent être reliées avec Gary Ridgway. Cela dit, comme je l'ai dit, quand bien même il serait coupable dans ces meurtres-là, il n'avouera probablement pas parce qu'il risque un nouveau procès et il risque la peine de mort dans ces comtés. C'est dommage aussi parce que du coup les traces de peinture, les éclats de peinture que l'on avait retrouvés sur le jeans de Misty ont disparu. Alors il y a des tests qui vont être faits pour tenter de relier le pantalon de Misty et Gary Ridgway, mais on ne pourra faire aucun lien. Cela dit, la façon dont on retrouve le corps, c'est pas tout à fait le mode opératoire de Gary Ridgway. Donc cette piste-là ne semble pas vouloir mener, enfin ça semble ne pas être Gary Ridgway. Il est totalement probable qu'un autre tueur en série sévissait dans la région et que c'est même peut-être lui qui avait tué donc Anna et Kim et ensuite qui a enlevé et probablement assassiné Misty. Mais on n'en sait pas plus, personne n'a avoué le meurtre. Je trouve que la piste aussi Ruben Schmidt est très intéressante. Il est assez louche ce Ruben. J'ai même lu un peu plus tard qu'en 2001, il s'était à nouveau vanté d'en savoir plus sur cette affaire. S'il ne l'a pas tué, en tout cas, comme il le dit à certaines personnes, il en sait probablement plus dans cette affaire. Je pense que la police n'a pas beaucoup cherché. D'ailleurs, à l'époque, ils auraient eu la possibilité d'analyser sa voiture et de voir s'il y avait des traces des cheveux de Misty, des traces de sang, Enfin voilà, ça aurait été intéressant d'analyser sa voiture,
Mais ils ne l'ont pas fait et la voiture de Ruben Schmidt sera quelques mois après la disparition de Misty amenée à la casse et réduite à un cube une carcasse quoi, un cube. C'est en tout cas très dommage parce que si la police avait de suite enquêté comme une disparition mystérieuse, il est probable qu'ils auraient recueilli plus d'éléments. Comme je vous l'ai dit, Ruben Schmidt est très intéressante, Robert Leslie Hickey aussi qui a commis 2 agressions de jeunes filles au même endroit, vraiment pas très loin. Donc la deuxième s'est produite à quelques dizaines de mètres de la disparition de Misty. C'est quand même... En tout cas, on aurait pu lui poser des questions. On peut en tout cas plus analyser les traces de peinture. Il reste une chose. Ce sont des cheveux qui ont été retrouvés sur le pantalon de Misty. Et là, c'est très étrange. Mais apparemment, personne n'a jamais fait de demande pour que ces cheveux soient analysés. Si bien que ces cheveux sont toujours là, toujours dans des dossiers, dans des scellés de la police, et qu'ils attendent peut-être un jour d'être analysés. En 2006, d'ailleurs, un laboratoire a déclaré, a rendu plutôt un rapport comme quoi ces cheveux pouvaient être analysés et comparés à d'autres. Donc peut-être qu'un jour, on en saura un peu plus, peut-être qu'un jour, ces cheveux seront comparés à ceux de Ruben ou à ceux de Robert Leslie Hickey, ou peut-être même à celui de Michael Riner, le petit ami de l'époque de Rina, qui, je vous le rappelle, avait vaguement par des connaissances des liens avec Kim et Anna, les 2 premières disparitions et jeunes filles retrouvées assassinées dans la région. Voilà, c'est tout pour cette affaire. Cette affaire, elle passionne encore la région. Il y a un bus qui a été fait avec... Enfin, un bus, c'est-à-dire une publicité a été collée sur un bus avec un numéro de téléphone et le visage de Misty pour tenter de retrouver, enfin, d'avoir des témoignages sur la disparition de Misty. Voilà, on n'en sait pas plus aujourd'hui. Il est quand même probable qu'elle soit décédée, probablement victime d'un tueur en série. Il y en a plein des tueurs en série qui sont toujours en activité aux États-Unis. Il va plus se passer grand-chose dans cette affaire. Autant dire que Diana, elle est quasiment certaine que sa fille est décédée. D'ailleurs, j'ai lu un bout d'article où une policière est allée à la rencontre de Diana des années plus tard pour s'excuser un peu du comportement qu'avait eu la police au début de l'affaire, avec un portrait vieilli de Misty. Et là, franchement, Diana l'a mal pris en se disant que ce portrait vieilli servait à rien pour elle. Il fallait retrouver le tueur de sa fille, quoi. Mais pas... Il y avait vraiment très peu de chances qu'elle soit vivante. Le pantalon retrouvé, le fait que sa fille, d'après elle, n'aurait jamais fugué, tout ça lui laisse penser que sa fille est décédée. Donc, elle est assez mal, Diana, elle est assez fâchée avec la police, parce qu'elle sent que la police a vraiment enquêté à charge sur elle, l'a vraiment fait passer pour une femme instable, une femme alcoolique, au lieu de mettre toute cette énergie à tenter de retrouver sa fille, et du moins d'interroger les personnes qui pouvaient avoir des informations sur cette dernière soirée. Voilà, c'est tout pour cette affaire. Je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle affaire de crime et disparition sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et à tout bientôt pour un nouveau crime et disparition.